Alors, bonjour à tous, je suis Aurélie Savasta. Je suis au départ, alors je suis un peu hybride, je crois que je vais me définir comme ça. Je suis au départ kinésithérapeute et d'ailleurs j'ai retrouvé beaucoup de mes profs, donc c'est chouette, c'est une continuité. Et puis sur le chemin, peut-être frustrée, mais pas dans le mauvais sens du terme, je crois même enjouée par la pratique de la kinésithérapie, j'ai repris mes études de médecine parce que j'ai senti qu'à un moment donné, j'étais allée au bout de quelque chose et que quelque chose d'autre s'ouvrait à moi. Il me fallait d'autres compétences pour mieux comprendre ce que je faisais au quotidien. Donc je suis actuellement en 6e année de médecine. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé du sujet puisque c'est le but, hein. Et, et finalement, moi, c'est quelque chose qui m'interpelle tous les jours au lit avec mes patients, au contact de mes patients, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais du savoir et de la compétence scientifique que j'apprends, qui passe à travers mes révisions, mon intérêt, mes recherches, et comment je le mets au bénéfice de mes patients dans leurs problématiques à eux. Quelque part, finalement, je me dis, je suis à la fois outil et artisan. Outil dans le sens, je mets en œuvre quelque chose. Enfin, non, mon corps me permet, par l'examen et l'auscultation clinique, d'entendre, toucher, palper, récupérer de l'information que je digère intellectuellement et que je ressors au patient. Voilà. Et je suis artisan parce que dans la façon de le ressortir, il faut quand même que je fasse preuve de plus ou moins de tact en fonction de la situation. Voilà, enfin de plus ou moins de tact. C'est peut-être pas la meilleure façon de le produire, mais en tout cas, de le dire, pardon. Mais il faut que je trouve la meilleure façon de le dire. Voilà. Donc, intriguée et nourrie aussi par tout ça, c'est la vie, c'est toujours une rencontre. Je réfléchissais de mon côté et je retrouve Samir et il me dit aujourd'hui, il va y avoir 2 jours, on va réfléchir qu'à ça. Donc c'est un peu comme ça que est né tout ça. Enfin, en tout cas, la formalisation de ce travail-là. Et j'en profite pour citer ma prédécesseuse qui dit des histoires à la science. Les histoires. Et la science, voilà. Moi, j'ai envie de dire, ce qu'on fait aujourd'hui, en kiné, en médecine, en tout cas, à partir du moment où on intervient sur l'humain, c'est de la science et de l'art. Voilà. Alors, comme on a déjà beaucoup évoqué de choses, je vais essayer d'être rapide et de venir au cœur du sujet. Donc, quand on écrit un sujet, on resitue un peu toujours les choses. Et moi, c'est ce que j'ai eu besoin de faire pour pouvoir percer un peu la problématique de mon sujet. Donc, la kinésithérapie, finalement, ça a toujours été présent dans l'histoire de l'humanité, on va dire. Enfin, on va dire entre guillemets, attention, parce qu'on retrouve des traces de cette technique très loin dans l'histoire, et notamment dans l'Antiquité. Effectivement, à l'époque, ils avaient perçu, à leur manière, que le mouvement était vertu pour la santé physique et mentale. Et tant chez les Chinois que chez les Indiens que chez les Gréco-Romains, on utilisait des techniques, soit de massage pour préparer, par exemple, chez les Grecs, pour préparer les jeunes éphèbes à la palestre, enfin les athlètes pour les Jeux Olympiques. Chez les Chinois, Kung Fu a été un des premiers à dire des effets, des mouvements passifs pour réharmoniser l'énergie du corps et de l'esprit. Donc, quelque part, essayer d'amener de la stabilité émotionnelle par la pratique de certains mouvements. Et on retrouve des applications aujourd'hui dans le Qigong et le Tai Chi, des applications ancestrales de cette philosophie. Et puis, en Inde, l'ayurvédique, qui
là, en plus de la composante dynamique sur la pratique de massage passif, avait toute une pratique et des recommandations sur les massages, et particulièrement sur les massages des 7 tissus, les tissus, comment ils disent exactement, les tissus principaux du corps. Donc, le plasma, le tissu sanguin, les muscles, les tissus adipeux, la moelle épinière, le tissu osseux et les tissus reproducteurs. Ils appliquaient, ils avaient fait le constat empirique que par le massage, ils amélioraient certaines choses. On retrouve depuis très longtemps cette notion de massage et de pratique génique. Ensuite, les choses se structurent un petit peu. On passe au Moyen-Âge, il ne se passe pas grand-chose. On est, en tout cas, il se passe des choses, mais des choses peut-être qu'on n'a pas su retraduire ou écrire. Le boom sur la santé recommence au niveau de la Renaissance. Et là, il y a moi j'ai choisi de présenter deux personnes plutôt, pardon, deux personnages qui ont modélisé des choses importantes sur la kinésithérapie et sur la médecine. Donc Ambroise Paré et Giovanni Alphonse Borelli. Ambroise Paré, père de la chirurgie. Et en fait, ce qu'il faut savoir d'Ambroise Paré, et ce qui moi m'a intéressé dans les recherches que j'ai fait sur lui, c'est que il a été chirurgien des champs de bataille à l'époque où il y avait beaucoup de guerres entre les protestants et les catholiques, et il a été tellement bouleversé par les mutilés qu'il opérait, qu'il a été le premier à se dire il faut qu'on fasse quelque chose pour les prendre en charge, parce qu'il était quelque part un peu ennuyé de les laisser estropiés. Et c'est par finalement l'impuissance qu'il rencontre dans la prise en charge de ses patients qu'il se dit qu'est-ce que je peux faire. Et c'est un des premiers qui met en place deux choses qui peuvent nous intéresser aujourd'hui sous le cadre de la kinésithérapie: la désarticulation d'un coude, il pratique pour la première fois cette intervention, et puis il invente des prothèses. La prothèse a deux effets. Elle a un effet mécanique parce qu'elle va rendre une fonctionnalité aux gens. Il y en a qui vont pouvoir remarcher, utiliser des mains, alors c'est peut-être un peu précaire. Il va aussi le faire sur le visage, et ça, il aura une dimension sociale, puisqu'il va rendre quelque part une place à ces gens qui portaient un handicap et qui pouvaient être une source de rejet. Donc, Ambroise Paré, il aura apporté, à mon sens, en lien avec la kinésithérapie, deux choses. Une prise en charge du handicap, tant sur l'aspect fonctionnel que sur l'aspect social. Voilà, ça c'était pour l'étude de l'histoire. Pareil, Giovanni Alphonse Borelli, mathématicien philosophe et médecin physiologiste, il fait des recherches. Et par analogie avec les machines à levier et la dissection des animaux, il va se mettre à écrire des lois biomécaniques qui après, avec l'évolution, on va se rendre compte que ces approximations étaient justes, parce qu'il va pouvoir, par exemple, mettre en évidence expérimentalement le centre de gravité. Il va calculer précisément la force déployée par les muscles. Par ces dissections, il va commencer à décrire de manière assez précise la fibre des muscles. Donc il va décrire les types de fibres musculaires, orbiculaires, prismatiques, méniformes. Enfin, il va apporter un très gros travail de recherche sur le fonctionnement biomécanique du corps, sur certaines descriptions histologiques des muscles et du mouvement, et notamment aussi sur ces travaux de recherche de description de la marche, du vol des oiseaux, etc. Donc il fait progresser la vision et la science sur l'aspect biomécanique, et les analogies qu'on peut faire à ce moment-là sur les machines à levier et le corps humain. Tout ça pour en venir. Bon, il y aura aussi Joseph Clément Tissot. Alors ça, c'est plus une petite... je le cite
rapidement, c'est parce que c'était un Lyonnais, et lui, il va écrire un traité de gymnastique médicinale et chirurgicale. Donc on voit bien que depuis l'Antiquité jusqu'à très loin au XVIe siècle, XVIIe siècle, on sent toujours qu'il y a on tourne autour du mouvement, de la gymnastique, du massage, enfin moins du massage, mais surtout de la gymnastique, du mouvement, comme vertu pour le corps et médical. Et puis, il va y avoir Descartes qui, lui, va commencer à nous emmener vers la pensée qu'on a et qu'on connaît aujourd'hui, et qui, à mon sens, est les prémices de l'evidence-based medicine. Parce que Descartes, il va avoir l'obsession de vouloir faire une médecine basée sur la preuve infaillible. Et d'ailleurs, il va pas y arriver. Enfin, il va pas y arriver. Je pondère, excusez-moi. Son travail, je ne le savais pas, moi, c'est en faisant les recherches que je l'ai découvert. La théorie de l'homme-machine et de la vision mécanistique du corps qu'on approxime à Descartes, c'est qu'une partie de son travail, parce qu'en fait, dans son traité L'homme, Descartes, il va faire 5 parties. La première, c'est la partie mécanistique. La deuxième, c'est un travail qui va être consacré au mouvement. La troisième, c'est un travail qui va être consacré au sens extérieur, l'odorat, l'ouïe, le toucher, la vue et la douleur. La cinquième, c'est un travail qui va être consacré au sens intérieur, la faim, la joie, la tristesse, ainsi que le rôle des organes dans la formation des esprits des animaux. Et pour lui, il va commencer à se dire que l'appétit découle d'action, de liqueur sur l'estomac vide. Donc, il commence à approcher des choses. Et puis, la cinquième, elle va porter sur les structures cérébrales et la formation des facultés cognitives. Et tout ça, toujours dans l'obsession de vouloir démontrer une médecine basée sur des preuves infaillibles. Et en tout cas, il va pas arriver à tout mettre en œuvre, parce qu'à la fin de sa vie, au début, sur la loi mécanistique, il part, comment dire, j'arrive pas à le formuler, il part assez convaincu de ça, et puis progressivement, plus il se met à chercher, et plus je pense que déjà, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'approxime à l'EBM aujourd'hui, c'est que finalement, aujourd'hui, malgré les avancées technologiques, on est toujours un petit peu, on bute toujours nous aussi dans la part de l'humain au-delà de la machine. Donc voilà. Alors, ça, c'était une petite, encore autre chose, une petite qui fait partie du cadre de ma recherche. J'ai envie de dire pourquoi j'ai mis ça, parce que nécessité fait loi, et je vais rebondir avec la personne qui a parlé juste avant nous sur l'interrogation de si le massage disparaît, est-ce que notre profession va continuer. La profession de kinésithérapeute, elle a évolué au fil de temps. En fait, c'est surtout les guerres qui ont entraîné la considération, législative de ce métier. C'est parce que, à la suite des Première et Deuxième Guerres mondiales, on a eu beaucoup de blessés, et le législateur s'est dit qu'il fallait rendre à la nation, pour les gens qui se sont investis pour la prise en charge des blessés et des blessés de guerre, quelque chose. Et donc, ça a commencé par la reconnaissance du diplôme d'infirmier masseur, parce qu'il y avait des infirmiers qui faisaient du bien aux blessés en les massant. Et puis, après, on s'est rendu compte que les masseurs aveugles avaient une qualité un peu supérieure sur le toucher, et donc on leur a reconnu en 1927 un diplôme. Et puis, en 1942, on a reconnu, au-delà du massage, de nouveau des compétences au mouvement, en intégrant la notion de gymnastes médicaux. Donc on revenait un peu, quelque part, sur l'aspect, en tout cas,
la notion médicale qu'on donnait à la pratique sportive et des vertus médicales qu'on donnait à la pratique sportive. Du coup, en 1946, on fait l'union de ces deux pratiques, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'un côté les infirmiers masseurs et de l'autre côté les gymnastes médicaux, mais on reconnaît en une seule et même pratique le masseur kinésithérapeute. Et puis en 2021, eh ben, le masseur kinésithérapeute gagne encore en légitimité et en efficience avec la reconnaissance du grade master. Bon, bah, le BM, tout le monde l'a dit, on sait ce que c'est. Et finalement, moi, mon travail, et ce qui me taraude, plus que tout, à la fois dans ma pratique, à la fois dans mes recherches et à la fois dans ce travail-là, qui est sûrement mal dit, parce que je pense que on arrive toujours un peu pareil. C'est que sur le BM, on l'a bien vu, c'est une triptyque qui est basée sur la science, enfin la meilleure preuve scientifique, et sur deux autres notions qui sont beaucoup plus difficiles à appréhender parce qu'elles ne sont pas tangibles, c'est l'expérience du professionnel et les préférences du patient. Et finalement, pour moi, 3 siècles plus tard, malgré une plus grande connaissance théorique, des outils technologiques toujours plus perfectionnés, des données scientifiques fiables, un peu comme Descartes, la médecine par la preuve infaillible semble encore un peu nous résister. Et ça, c'est matérialisé, modélisé mathématiquement par ce qu'on appelle la p-value. Et la p-value, c'est quand même ce qui, quelque part, dicte toutes nos études cliniques, parce que pour que le résultat il soit statistique, il faut que notre p-value elle soit inférieure à 0,05. Sinon, on considère qu'elle est liée au hasard. Alors, moi, cette notion de hasard, finalement, c'est peut-être la meilleure définition qu'on a trouvée pour dire ce qu'on n'explique pas encore en médecine, ce qui échappe à notre rationnel mathématique. Et ce qui est peut-être dans l'expertise clinique et la préférence du patient. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quand on s'intéresse à l'EBN, l'Evidence-Based Human, la réponse se trouve peut-être dans l'approche et l'étude de ce P inférieur à 0,5, ce risque d'erreur ou ce qu'on ne voit pas. Et ça reprendrait à ce qu'a dit plus tôt dans la journée une autre de nos conférenciers qui a dit ce qu'on n'a pas prouvé, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et je reviens là-dessus parce que finalement, Descartes, il s'inscrit dans la vision mécanicienne de la médecine et dans ce qu'on appelle aussi en physique classique, la vision des lois de physique classique. Et au XXe siècle, 21e, enfin, avec les travaux d'Einstein, aujourd'hui, on voit bien que je pense qu'en médecine, on se trouve exactement dans la même problématique qu'ont eu les physiciens qui se sont opposés entre les lois de la physique classique et les lois de la physique quantique. La particularité des lois de la physique quantique, c'est qu'on veut essayer de prédire un mouvement des électrons, puis on n'y arrive pas. Nous, en médecine, on veut prédire tout parce qu'on n'aime pas trop le hasard. Et pourquoi on n'aime pas le hasard? Parce qu'on ne peut pas jouer avec la vie des gens. Il faut qu'on soit sûr de ce qu'on fait. Et finalement, dans ce P,005, je crois que c'est tout ce qu'on ne voit pas. Et tout ce qu'on ne voit pas, moi, aujourd'hui, en l'état actuel de ma connaissance, qui est toute petite, en l'état actuel de mon expérience, qui est toute petite à l'échelle de ce qui m'attend encore dans l'exercice de la médecine, j'ai envie de dire que c'est tout ce qui se passe tacitement au lit du patient. Et ça, c'est un peu particulier, parce qu'en fait, c'est tout ce qu'on ne voit pas. C'est tout ce qui est intangible. C'est tout ce qui n'est pas facilement mesurable. Et c'est pourtant, souvent, le truc qui fait la différence. Enfin, qui fait la différence. En tout cas, ça en fait partie. Donc, pour
pour moi, dans l'étude de l'évidence-based medicine, humaine, pardon, ce que j'avais envie de présenter, c'est de dire que c'est peut-être la part de la connaissance tacite, internalisée, incorporée par l'expert, qui est difficile à transmettre car elle est intangible, indicible, invisible. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'a pas les outils aussi pour la mesurer et pour le voir. C'est la part de compréhension subtile du rôle de discernement dans la prise de décision concernant un patient. C'est la part de compréhension du rôle du processus de raisonnement dans la prise de décision concernant le patient singulier. C'est pourquoi je fais ça et en particulier pour lui. Pourquoi je fais ça pour lui et en particulier pour lui. C'est la rencontre d'une conscience et d'une confiance. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est vieux comme le monde. Quand vous en étudiez ce qu'est le colloque singulier, ça ressort à chaque fois. Bah voilà, c'est quelque part la partie et le paradoxe, puisqu'on a fait que parler de paradoxe et on n'arrive pas à toucher du doigt. Je pense qu'on est exactement dans la même problématique qu'on a rencontrée au début du XXe siècle avec l'opposition ou la complémentarité de la loi des physiques classiques et de la loi de la physique quantique. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà. Ah voilà, pour conclure, une petite histoire, parce que, encore une fois, pour moi, en lisant la petite histoire du duc et du charron, j'ai trouvé que c'était une jolie façon d'illustrer, d'expliquer tout ce que j'ai du mal à vous expliquer et à le verbaliser. Peut-être parce que, comme l'a dit encore une autre de mes prédécesseuses aujourd'hui, il y a plein d'endroits où on n'a pas les mots, parce que on met aussi des mots sur des concepts qu'on maîtrise. Et il y a peut-être plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, pour finir, on finira avec la parole de Chung Chan-tse, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Un jour, le duc Huan, lisant dans sa salle surélevée, tandis qu'en bas de la salle, le charron Pian travaillait à faire une roue. Déposant son marteau et son poinçon, le charron monta dans la salle et demanda au duc : « Qu'est-ce que vous lisez là ?»« La parole des saints, répondit le duc. »« Les saints existent-ils encore ?» demanda Pian. « Ils sont morts, dit le duc. »« Alors, ce que vous lisez ne représente que la lie des anciens. » Le duc repartit. « Un charron n'a pas à me donner son avis. »« Je te permets toutefois de t'expliquer. Si tu n'arrives pas, tu seras mis à mort. Voici ce que le métier de votre serviteur lui a permis d'observer. Quand je fais une roue, je vais doucement. Le travail est plaisant, mais n'est pas solide. Si je vais vite, le travail est pénible et bâclé. Il me faut aller ni lentement, ni vite, en trouvant l'allure juste qui convienne à la main et corresponde au cœur. Il y a quelque chose qui ne peut s'exprimer par les mots. Aussi, je n'ai pu le faire comprendre à mon fils, qui lui-même n'a pas pu être instruit par moi. C'est pourquoi, à 70 ans, je travaille toujours à faire mes roues. Ce que les anciens n'ont pu transmettre est bien mort, et les livres que vous lisez ne sont que leurs lits. Ainsi, il est difficile de transmettre par les mots à la manière du charron, le geste précis d'une longue expérience, nous a appris. La maîtrise du geste, aussi bien technique qu'intellectuelle, implique une connaissance qui est la plus fondamentale qui est. L'expertise clinique est de cette nature. Elle est l'élaboration d'un travail de synthèse que son indicibilité pourrait dévaloriser. Mais elle est au cœur du métier de médecin. Voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Merci pour cette présentation. J'ai oublié les merci. Une remarque, question, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellée dans la construction de notre métier de kinésithérapeute et puis finalement aussi de la médecine. Dimension que vous n'avez pas abordée, mais bon, c'est que par logique. Finalement, l'appropriation des savoirs, dire que le massage, le mouvement, tout ça, ça existe depuis la nuit des temps, et dire que la médecine l'a incorporé. Moi, j'utilise d'autres termes. Je trouve que, je pense qu'il y a aussi une appropriation du savoir profane
par la médecine et que c'est pas non plus, bon, je vais être un peu radical, mais c'est pas plus mal que les profanes puissent aussi utiliser un certain nombre de techniques et qu'on puisse leur apprendre à être autonomes avec le massage, avec le mouvement et que moi, dans ma pratique, l'idéal, c'est qu'il n'ait pas besoin de moi. Et en ce sens, je pense que je rejoins la philosophie asiatique. Mais en fait, la notion d'appropriation, qu'est-ce que vous entendez par la notion d'appropriation? Parce que la médecine, elle concerne tout le monde. Par une profession qui est sociologiquement dominante. Alors ça, c'est peut-être l'esprit de la médecine, ou l'esprit de certains en font. Mais par essence, on peut pas, comment dire, je veux dire, peut-être qu'aujourd'hui, et c'est presque valable dans toutes les sciences, il y a aussi la démocratisation du savoir, fait que plus ça va aller, plus des gens vont être en capacité de comprendre des choses. Pardon? Le phénomène inverse. Ouais, exactement. Donc, c'est peut-être, en fait, c'est aussi un vieux modèle, mais on le voit aussi dans l'enseignement. Peut-être qu'on n'aurait jamais imaginé de faire des classes inversées. Ça, c'est... effectivement, comme aujourd'hui on est à la croisée des chemins et que beaucoup de paradigmes sont remis en question, la médecine, elle en fait partie aussi dans sa transversalité et son exercice et sa pédagogie et sa pratique.